Will be held in French, so if you need a headphone, that's the moment. But I'm also speaking English, and if needed, I can answer questions in English. So I switch to French. Donc je vais vous présenter un certain nombre de démarches de sécurité que nous déployons sur le réseau routier national non concédé en France. Donc le réseau routier national en France compte 21 000 km de route. Une partie est concédée à des sociétés d'autoroutes, 9 000 km, des autoroutes à péage, et l'autre partie, 12 000 km, est gérée directement par des services de l'État qu'on appelle les directions interdépartementales des routes, les DIR, il y en a 11, et donc ma sous-direction au ministère des Transports est en charge de ces directions interdépartementales des routes. Donc je vais vous présenter l'ensemble des démarches de sécurité routière qu'on a au niveau de l'infrastructure sur ce réseau routier national non concédé. D'abord, le contexte européen, puisqu'on s'inscrit dans le cadre d'une directive européenne. Ensuite, les démarches nationales globales que nous mettons en place. 3 types de démarches. Les audits de sécurité routière, la démarche dite sur sécurité des usagers sur les routes existantes, et la démarche dite ISRI, inspection de sécurité routière des itinéraires. Ensuite, un certain nombre de démarches thématiques que je listerai, et puis je terminerai par des présentations de cas pratiques et d'aménagements que nous avons mis en place. Alors, le contexte européen, c'est celui de la directive de 2008 relative à la gestion de la sécurité des infrastructures routières. Cette directive, elle s'applique à tous les États membres de l'Union européenne et elle est diversement appliquée dans les différents États membres. En France, on a fait le choix, dans la transposition qui date de 2011, d'étendre le périmètre de cette directive à l'ensemble du réseau routier national, alors que son application stricte, c'est le réseau routier transeuropéen qui est un peu plus petit. L'objectif, c'est l'amélioration de la sécurité à la fois dans la construction des nouvelles infrastructures et aussi sur le réseau routier existant. Sur les projets neufs, on évalue les incidents sur la sécurité routière du projet, donc au niveau de l'étude, et on réalise un certain nombre d'audits de sécurité routière à différentes étapes, à la fois du projet, de la construction et après mise en service. Sur le réseau existant, on a 2 grandes démarches. La première qui est la démarche de classification et gestion de la sécurité sur le réseau routier existant en exploitation, la démarche SURE, S-U-R-E, et la deuxième qui est un peu mangée sur l'écran, les inspections de sécurité routière des itinéraires, la démarche ISRI. Donc je vais rentrer plus dans le détail. Alors d'abord les audits de sécurité routière, donc sur les projets neufs, c'est la démarche sur les projets neufs. Elle se fait selon une grille qui s'appelle CSPR, contrôle de sécurité des projets routiers. Elle intervient à différentes étapes du projet. D'abord au niveau des études, on utilise ces grilles de contrôle de sécurité routière à la fois dans le contrôle interne des projets, c'est-à-dire par les équipes du concepteur du projet lui-même, le maître d'œuvre, dans le contrôle externe, c'est-à-dire le contrôle que le maître d'œuvre fait réaliser par un tiers pour son compte avant de remettre sa copie au donneur d'ordre, au maître d'ouvrage. Et enfin, le contrôle extérieur qui est réalisé par le maître d'ouvrage sur le projet qui lui est proposé par son maître d'œuvre. Après la construction, on a une inspection préalable à la mise en service qui est réalisée avec l'appui d'auditeurs spécialement formés. Et enfin, 6 mois après la mise en service, on a un bilan d'accidentalité qui est réalisé. Donc les audits sont réalisés par des auditeurs spécialement formés, avec donc des grilles d'audit dites CSPR, et donc sont réalisés aux différentes étapes de la vie du projet. La deuxième démarche, c'est la démarche sur des routes existantes. La démarche dite sur. Le principe, c'est qu'on se base sur l'accidentologie qui est constatée. Donc on étudie les accidents afin de hiérarchiser les différentes routes en service en fonction des enjeux de sécurité.
Donc on est dans une démarche corrective. Les aménagements de sécurité qu'on va mettre en place vont être motivés par l'accidentologie. Donc on travaille en 4 étapes. On commence par hiérarchiser les itinéraires. Pour ça, on fait un calcul socio-économique. On monétise les gains potentiels de sécurité à travers un calcul du coût des accidents qui sont évitables et avec un calcul basé sur une valeur de la vie humaine comme on le fait généralement dans les études socio-économiques. Une fois qu'on a hiérarchisé les itinéraires, on sélectionne donc ceux pour lesquels le gain potentiel de sécurité est le plus important et on va sur ces tronçons-là analyser les accidents en détail pour déterminer les pistes d'action possibles. Et est-ce que ces accidents sont uniquement liés au conducteur ou est-ce qu'il y a un facteur infrastructure qui peut être mis en cause et sur lequel on peut agir? Lorsque c'est le cas, on va établir un programme d'aménagement et on va le réaliser. Et à la fin, on va faire une évaluation, bien sûr, ex post des résultats. Je donnerai tout à l'heure un exemple de mise en œuvre de cette démarche sûre. La troisième démarche, qui est complémentaire, la démarche sûre et corrective, la démarche ISRI, c'est une démarche préventive. C'est l'inspection de sécurité routière des itinéraires. C'est une initiative du gestionnaire routier, donc en l'occurrence de la direction interdépartementale des routes, qui va réaliser périodiquement une visite d'un itinéraire par un binôme d'inspecteurs qui vont noter les éléments qui les choquent. Et à partir de là, on va pouvoir prendre des mesures, généralement plutôt des petites mesures. Ça peut être de l'élagage d'arbres, qui cache de la signalisation, ça peut être un changement de panneau, ça peut être une remise en peinture, des marquages au sol, par exemple. Le principe, c'est que c'est réalisé avec un œil neuf. Donc on fait venir des gens qui ne travaillent pas, qui connaissent le sujet, qui sont des agents des routes, mais qui viennent d'un autre coin de la France. On a un vivier de 150 inspecteurs globalement au niveau français, et qui donc ne connaissent pas cet itinéraire et qui vont le regarder avec un œil neuf, mais un œil de sachant. Et ils vont à partir de là émettre des recommandations. En complément de ces démarches nationales, ces démarches globales de sécurité routière, on a un certain nombre de démarches thématiques. Alors, je vais les lister très rapidement. Je pourrais revenir dessus plus en détail. La première, c'est bien sûr la démarche sur la sécurité des agents. Nos agents, malheureusement, subissent de plus en plus, en tout cas, on a une baisse très très récente, mais on ne sait pas encore si cette baisse est conjoncturelle ou structurelle, des accidents, donc des blessés sur nos flèches lumineuses de rabattement, sur nos chantiers, et malheureusement parfois des morts. On essaie d'agir là-dessus, on agit là-dessus par différents moyens, par des aménagements de sécurité, physique ou au niveau de la signalisation de chantier, par des campagnes de communication ciblées vers les usagers. On a beaucoup de campagnes médiatiques pour sensibiliser les usagers sur la vulnérabilité des agents qui interviennent sur les chantiers. Et enfin, on a une proposition en cours d'avoir un régime juridique qui sanctionne particulièrement les manquements aux obligations de prudence vis-à-vis des usagers vulnérables en bord de route, qui visent notamment les agents des routes. Deuxième volet, la lutte contre les prises à contresens. Donc on en a très peu, heureusement, des prises à contresens de bretelles sur autoroute. Malheureusement, lorsqu'on en a, c'est toujours dramatique, les conséquences, et les retombées médiatiques sont fortes. Donc on essaie de les inspecter systématiquement de jour et de nuit pour avoir les différentes configurations d'éclairement. Et lorsque c'est nécessaire, renforcer la signalisation, voire adapter la géométrie de la bretelle. On a également une démarche spécifique sur les routes à forte pente. Suite à un accident qui a eu lieu en 2007 sur la côte de Laffrey, où on a eu un quart de pèlerins polonais qui a pris feu et on a eu 26 morts
lors de cet accident dramatique. Depuis, cette côte a été interdite aux poids lourds de plus de 8 tonnes et aux cars. On a mis en place une signalisation très dissuasive avec des portiques qui empêchent le passage des véhicules hors gabarit. Ce type de forte pente a été recensé au niveau du réseau routier national non concédé et nous traitons ces fortes pentes à travers de la signalisation, des dispositifs de retenue, parfois de la reprise de l'adhérence aussi des enrobés. Au niveau des passages à niveau, là aussi un accident dramatique en 2008 sur le passage à niveau d'Allinges où un autocar transportant des collégiens est resté coincé sur le passage à niveau. On a eu 7 collégiens tués dans cet accident dramatique et donc on a mis en place là aussi une démarche spécifique de recensement des passages à niveau dangereux. Chaque année, donc, on améliore la signalisation et on en supprime à travers une dénivellation et la construction d'un pont d'un passage supérieur. Sur les 2 roues motorisées, on traite le sujet des glissières qui peuvent être accidentogènes avec l'adjonction de dispositifs dits LIS-moto sous la glissière lorsque la configuration géométrique est jugée accidentogène. C'est une circulaire de 99. On traite les obstacles latéraux dans une logique de route qui pardonne. Le principe est de supprimer, lorsque c'est possible, ces obstacles latéraux, de les fragiliser, avoir des panneaux fusibles par exemple, de les déplacer lorsque c'est possible, ou en dernier ressort, de les isoler par des glissières. Et enfin, on travaille sur la lutte contre l'hypovigilance sur autoroute avec des dispositifs d'alerte sonore, des bandes rugueuses qu'on essaie de mettre en place depuis 2012 en bande d'arrêt d'urgence ou en accotement. Alors, je vais aller sur 2 exemples. Un premier exemple qui est une démarche sûre mise en œuvre sur la nationale 7 Sud, dans le département de la Drôme, donc autour de Valence, par la DIR Centre-Est. Le linéaire de cette route, c'est 50 km. Alors, on a 20% du linéaire qui est à 2 voies, une voie dans chaque sens. 76% du linéaire qui est à 2 voies, une voie dans chaque sens, mais avec des créneaux de dépassement. Et 4% en 2 fois 2 voies avec interplein central. Alors, on a fait l'analyse des accidents. C'est une route qui a été estimée à fort potentiel de gains de sécurité routière. Et on a mis en place un plan d'action avec des suppressions donc des zones d'accumulation d'accidents, traitement des obstacles latéraux, mise en conformité de glissières, uniformisation des zones de récupération, donc des zones où on dispose de suffisamment d'espace en bord de chaussée sans aucun obstacle. Aménagement d'intersection et renforcement de la signalisation. Ça a été réalisé sur 4 ans, entre 2011 et 2015. Donc voici quelques exemples d'aménagements réalisés. Alors cet exemple, on a l'impression ici qu'on a déjà un rond-point. En fait, non. C'est une configuration assez complexe avec ici un îlot central, avec les 2 sens qui sont séparés par cet îlot central, avec la possibilité ici de partir à droite, la possibilité ici de faire un tour à gauche et de rejoindre cet axe-là. Dans l'autre sens aussi, on a la possibilité ici de repartir dans ce sens-là. Bref, c'est une configuration assez complexe avec un rond-point, un faux rond-point qui intersecte en fait des voies en plein milieu de l'anneau. Donc on a supprimé ce carrefour complexe pour le remplacer par un vrai rond-point avec 4 branches pour améliorer la sécurité routière. Autre exemple ici, traitement des obstacles latéraux. Alors classiquement, sur les obstacles latéraux, dans un projet neuf, on va considérer qu'il n'y a pas à les traiter lorsqu'ils sont à plus de 7 mètres de bord de chaussée. Dans une démarche sur une route existante, on va aller jusqu'à 4 mètres. Donc ici, on a des arbres à moins de 4 mètres, donc on les a isolés par une glissière de sécurité. Troisième exemple ici, nous avions 2 carrefours plans extrêmement proches, ici et là, qu'on a remplacés par un seul giratoire, un seul rond-point qui gère l'ensemble des flux.
Un autre exemple ici, cette fois dans le sud-ouest de la France, entre Poitiers et Bordeaux, disons le centre-ouest de la France, sur la nationale 10. Donc on a un linéaire d'environ 200 km avec des sections à 2 fois 2 voies limitées à 110 et une section de 12 km de route bidirectionnelle avec des carrefours plans. Là, on a eu une démarche de traitement systématique des obstacles latéraux. Alors l'état des lieux a recensé l'ensemble des dispositifs de retenue existants et les obstacles latéraux situés dans la zone de sécurité et non traités. Et cette fois, donc, on a utilisé le principe des 4 mètres que j'ai évoqué tout à l'heure. On a priorisé les mises à niveau en fonction de la dangerosité de ces obstacles. La priorité 0, ce qu'il faut absolument traiter, c'est les obstacles situés en terre-plein central. Avoir bien sûr un arbre en terre-plein central non protégé, ça n'est pas admissible, et donc ça a été la première urgence. La deuxième, ça a été de traiter les arbres et les poteaux situés en accotement à moins de 4 mètres du bord chaussée. Ensuite, lorsque c'était possible, on a traité les talus de déblais ou de remblais qui avaient un fossé agressif en pied, c'est-à-dire un fossé dans lequel on pouvait se retrouver coincé. Et enfin, lorsqu'on pouvait, on a traité en dernière priorité les talus de remblais et les autres fossés. Voici un exemple. Donc on a ici un panneau qui se situe à moins de 4 mètres du bord chaussée. Donc on l'a isolé par une glissière. Un autre exemple ici, donc c'est une pile de pont qui certes est isolée par une glissière mais sans aucune efficacité parce qu'en fait on n'a pas la transition de rigidité entre la pile béton et la glissière métallique. Donc on a mis en place ici une transition de rigidité avec une glissière béton qui prolonge la pile, puis une glissière métallique. Et on a également traité avec une extrémité performante l'extrémité de la glissière, c'est-à-dire que plutôt que d'avoir une glissière qui s'enfonce dans la terre avec un effet tremplin possible, on a ici un amortisseur de choc, un système fusible qui permet de limiter l'impact sur le véhicule tout en évitant que le véhicule monte sur une rampe et puisse être dévié de sa trajectoire. Enfin, un dernier exemple sur cette démarche sur la RN10. Ici, on avait un fossé profond qui donc pouvait piéger des véhicules. Donc on a retaluté, reconfiguré le fossé pour avoir un talus plus léger. On a joué également sur la végétation et on a maintenant un fossé moins profond qui permet de participer à la zone de récupération. Voilà, j'ai terminé ma présentation et les différents exemples. Je suis à votre disposition pour des questions en français. Also questions in English if you want. Thanks very much, Eric. If there are any questions to Eric, I would invite Veronique and Kenneth to join us up here with Xavier. Kenneth's also on a tight timeline. So are there any questions to Eric at this point in time? No? Well, once again, Eric, safe trip home. And thank you very much, and sorry for not being able to stay. I wish it's possible to make a question. Questions? Yes. Yes.